Bonjour et bienvenue à la troisième rencontre prénatale qui s'appelle Adaptation à la parentalité. Être parent, ça s'apprend. Mon nom est Danielle Giroux, je suis infirmière clinicienne au CIS des Laurentides. Moi, je suis Isabelle Rouleau, sage-femme à la maison de naissance du Boisé à Blainville. Les objectifs généraux de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de se préparer à l'arrivée de son nouveau-né, identifier les caractéristiques normales du nouveau-né, les soins à lui donner en fonction de ses besoins aussi. On veut aussi que vous soyez en mesure de connaître les moyens d'assurer une sécurité de bébé. Et on veut aussi que vous soyez en mesure de voir c'est quoi les changements associés à la parentalité dans votre vie. Puis à la fin, essayez de voir les moyens qui vont faciliter votre retour à la maison avec votre petit bout de chou. Ça, sur le quoi que j'aimerais qu'on mette l'accent aujourd'hui, moi et Daniel, c'est l'importance de se faire confiance comme parent. Parce que ça peut paraître facile à dire, mais c'est des fois pas facile à faire, c'est des fois pas évident, surtout quand c'est un premier bébé, parce qu'on a toute une maman, une belle-mère, une sœur ou même la madame du magasin qui ont quelque chose à dire sur notre grossesse ou le bébé, donc sur les soins qu'on veut apporter au bébé. Ça ne veut pas dire que c'est des commentaires, que c'est tous des mauvais commentaires. Loin de là, c'est toutes des personnes qui ont une importance à nos yeux, qui sont là pour nous écouter, qui sont là pour être avec nous. Mais des fois, par contre, des fois, on peut facilement se perdre par ce brouhaha-là d'informations qui, des fois, ne correspond pas nécessairement à nos valeurs ou à la façon de faire en 2020. Donc, c'est important de se rappeler de notre instinct puis de se faire confiance comme parents. Sur quoi qu'on va commencer aujourd'hui, c'est les caractéristiques normales du bébé. Donc, peut-être que vous avez tous, chacun de vous, imaginé votre bébé déjà. Donc, vous l'imaginez grandir dans votre ventre, vous l'imaginez à quoi il va ressembler. À nos yeux, c'est tous un bébé parfait, donc tout beau, tout rose. Mais il peut avoir certaines caractéristiques chez lui qui peuvent être des traits physiques, des particularités là, à la naissance qui vont être tout à fait normales, mais qui ne sont peut-être pas les choses sur lesquelles vous vous attendez. Donc, on va faire le tour de son poids, la tête, le cordon, on va parler de la peau, les yeux, ses oreilles, les organes génitaux. Premièrement, la tête de bébé à la naissance, elle ne sera peut-être pas parfaitement ronde. Donc, les os du crâne ne sont pas soudés ensemble. Ils peuvent se chevaucher là, pendant l'accouchement parce que bébé, il doit passer par le canal vaginal. Donc, les os se chevauchent, embarquent l'un sur l'autre. Puis, ça peut faire une forme de tête qui n'est pas nécessairement ronde à la naissance. Les os du crâne vont être retenus par les fontanelles, donc une petite membrane mince qui est en forme de losange, celle qui est sur le dessus de la tête, puis celle qui est en arrière, c'est en forme de triangle, la fontanelle postérieure. Donc, c'est des petites zones fragiles, mais qu'on peut facilement là, effleurer doucement, toucher ou nettoyer sans problème. Les os du crâne vont se souder vers entre 9 et 18 mois, donc les fontanelles ne seront plus là à ce moment-là aussi. Il peut apparaître aussi des petites bosses là, après la naissance et une accumulation soit d'eau ou de sang, ou les deux, en dessous du cuir chevelu de bébé. Puis ça va disparaître dans les premiers jours après la naissance, là, sans soins particuliers. Puis la tête de bébé, elle est lourde, là, donc elle est grosse à comparer son corps, elle est lourde. Donc, c'est important de prendre soin de soutenir la tête quand on prend bébé. Par rapport à ses yeux, les bébés, normalement, n'ont pas de larmes, donc elles peuvent apparaître autour de 1 à 2 mois, les larmes de bébé. Par contre, sa vue est super importante. C'est un moyen pour bébé de communiquer. Normalement, autour de 1 mois, le bébé va être capable de se diriger vers la lumière, donc il va avoir tendance à se diriger vers la lumière de lui-même, sauf si elle est trop forte. Puis sinon, vers 2 mois, il va être capable de reconnaître les couleurs, de distinguer les couleurs, puis de suivre un objet ou un visage, là, de suivre du regard vers 2 mois. Ça va être autour de 1 an là, que son champ visuel va s'élargir comme celui d'un adulte. Isabelle, il voit-tu à la naissance le petit bébé? Oui, il voit, là, il peut percevoir les visages, il peut percevoir les différences, les gros contrastes. Puis c'est souvent justement le 20 à 30 cm, là, comme quand on a bébé dans les bras, là, ça va être son champ là, qui va être capable de voir. La nature est bien faite. Oui, effectivement.
Puis, il entend aussi. Donc, il entend même depuis avant la naissance, là, pendant qu'il est dans votre ventre, il vous entend. Donc, il va être sensible surtout aux voix de maman et de papa après la naissance, justement parce qu'il entendait aussi dans le bedon. Il y a des petites particularités aussi qui peuvent arriver au niveau des yeux. Donc, bébé peut avoir des fois, ça se peut que vous voyez le matin là, au réveil, les yeux un petit peu collés ensemble. C'est des sécrétions qui s'accumulent au niveau des yeux. Quand il n'y a pas d'enflure, pas de rougeur, quand il n'y a pas de douleur, c'est souvent associé à un canal lacrymal qui peut être bloqué. Ça peut durer jusqu'à 1 an, là, des fois, les petits canaux qui sont bloqués. C'est souvent, normalement, les larmes qui vont s'écouler le long du nez, bien là, ils sont bloqués, donc ils s'accumulent au niveau des yeux. Les yeux, on larmoyé un petit peu, puis il va y avoir des sécrétions. On peut aider le canal avec un petit massage là, du canal pour le débloquer. Puis, en fait, les yeux qui louchent, le strabisme, c'est normal aussi. Ça disparaît environ vers 2 mois. Puis, il peut aussi avoir des petits vaisseaux rouges à l'intérieur du blanc de l'œil dû à la pression de la naissance. Là. Donc, c'est des petits vaisseaux éclatés. Ça va disparaître tout seul après quelques semaines. La peau de bébé, il y a différentes particularités sur la peau de bébé. Ce qu'on s'attend comme couleur de bébé, là, c'est souvent c'est des bébés rosés, mais ça peut aller jusqu'à un bébé rougeau, là, donc rouge foncé un petit peu. Et il peut garder les extrémités, les mains, les pieds bleutés, qui peut être normal 24-48 heures après la naissance. Il peut aussi avoir des marbrures sur son corps. C'est souvent associé au froid. Donc, le réchauffer à ce moment-là, puis ça disparaît. La peau de bébé, elle est lisse, elle est douce, elle est souvent transparente, elle est sensible à la chaleur, sensible au froid aussi. Elle peut être ridée, sèche, surtout les poignets, les chevilles de bébé après la naissance, là, ils peuvent être craquelés, ridés un petit peu. Il y a le vernix, qui est la crème blanche. Là, donc, bébé peut naître avec recouvert de crème blanche, c'est son vernix. C'est une crème protectrice très hydratante qu'on n'a pas nécessairement besoin d'enlever, qui va tout absorber par son corps quelques heures après la naissance. Le lanugo aussi, qui est un petit duvet. Les bébés souvent nés soit préterme ou avant la date prévue d'accouchement, là, ils peuvent garder encore leur petit lanugo, là, qui est un petit poil là, sur son corps, qui va disparaître aussi dans les premières semaines. D'autres particularités là, qui est important de savoir, mais qu'on n'y a rien à faire nécessairement pour ça, c'est le milium, des petites taches, des petits boutons blancs au niveau du nez, c'est des obstructions sébacées, là, des petits boutons qu'on n'a pas besoin de péter du tout, qu'il ne faut pas toucher. L'acné de bébé et l'érythème toxique, qui sont des particularités, des petites taches, des boutons au niveau de la peau, surtout parce que le bébé est en contact avec des nouvelles textures, des vêtements, tout ça. Donc, il peut réagir un petit peu de cette façon-là. Il n'y a pas de soins particuliers à faire. Lisa, ça se peut-tu que souvent les symptômes que les petits bébés ont à la naissance, c'est un petit peu dû au changement de leur vie intra-utérine versus leur vie extra-utérine? Ils sont habitués d'être à 37 degrés dans du liquide amniotique, donc à 100% d'humidité. Puis là, ils viennent à l'extérieur, puis ils ont comme 30-40% d'humidité à 20-22 degrés avec des irritants, nos détergents qu'on met sur nos vêtements, des choses comme ça. Et il faut qu'ils s'habituent à tous ces changements-là, à sa nouvelle vie, dans le fond, le bout de chou. Oui, c'est effectivement ça, Daniel, parce que le contact avec l'extérieur qui va faire réagir la peau de bébé de différentes façons. Là. Celui à l'écran que vous voyez présentement, c'est de l'érythème toxique du nouveau-né. Donc, c'est des petites taches rouges. C'est souvent celui qu'on va voir en premier après la naissance. C'est des petites taches qui partent et qui viennent, qui sont différents endroits sur son corps. C'est souvent en lien avec son contact avec l'extérieur. Par rapport, on dit que par rapport à la sécheresse de la peau, c'est pas nécessairement c'est pas nécessaire de mettre des crèmes si jamais il y en met. C'est non parfumé, pas d'alcool, pas d'huile de bébé. Là, c'est des produits trop parfumés avec beaucoup d'ingrédients et pas de poudre de bébé non plus. Par rapport à la jaunisse, je fais un petit aparté sur la jaunisse. On appelle ça un ictère. C'est justement quand le bébé a le teint jaune ou le blanc des yeux jaunes. Ça peut arriver la plupart du temps, là, ça arrive assez fréquemment chez les bébés. Puis le pic est plus au niveau du jour 3, puis ça devrait disparaître dans la première semaine de vie. La jaunisse, c'est un pigment qui s'accumule au niveau du sang. C'est un pigment orangé qui s'accumule au niveau du sang.
Puis, ce qu'on veut, c'est qu'il l'élimine, donc qu'il fasse des selles pour l'éliminer. Puis, pour qu'il fasse des selles, on veut qu'il boive bien. Donc, un bébé qui va boire régulièrement, ça va permettre d'éliminer la jaunisse plus facilement. Si jamais il y a des particularités, là, par exemple, le bébé est trop somnolent, il ne se réveille pas nécessairement pour boire, c'est sûr que c'est de consulter médecin, sage-femme, infirmière pour évaluer l'état de bébé avec la jaunisse. Les autres caractéristiques, dans le fond, du nouveau-né, pendant la grossesse, votre petit bout de chou il était nourri par le cordon ombilical qui était rattaché à votre placenta à l'intérieur de votre utérus. Quand il va venir au monde, puis ça, les papas, à l'accouchement, vous pouvez demander si vous tenez à couper vous-même le petit cordon ombilical. Et ce qui va rester, dans le fond, c'est un petit bout de cordon qui va tranquillement pas vite sécher. Des fois, il laisse la clampe. Il y a des endroits où il laisse l'espèce de petite pince là, après le bout du cordon ombilical. Des fois, il l'enlève une fois que c'est séché, donc avant votre congé de l'hôpital. Ce petit bout de cordon-là, dans le fond, il faut bien le nettoyer pour éviter qu'il s'infecte. Puis il va tomber, là, c'est aussi large que de 3 jours à 3 semaines que ça peut prendre avant de tomber. Fait qu'il faut nettoyer au moins une fois par jour, peut-être plus, surtout si on a un petit bonhomme qui a fait pipi tout le long de son ventre. À ce moment-là, il y a de l'urine dessus. Fait qu'un minimum d'une fois par jour avec un coton-tige, de l'eau claire, tout simplement, on fait le tour et c'est vraiment la jonction entre la peau puis le bout du cordon qu'on nettoie comme il faut. C'est pas le cordon en lui-même, c'est vraiment la jonction. Ça peut couler rosé, jaunâtre, les petits résidus, c'est pas grave, ça peut même saignoter un tout petit peu. L'important, c'est que ça sente pas super mauvais à un moment donné, que sa peau au pourtour du cordon ombilical, dans le fond, sur son ventre, ça ne devienne pas rouge au pourtour du cordon. Puis, on essaie de s'assurer le plus possible de replier la couche pour éviter que ça garde l'humidité, tout simplement. Si jamais à un moment donné, vous êtes inquiet, puis ça sent mauvais, puis ça coule verdâtre, ça peut être des signes d'infection, puis que c'est rouge autour. À ce moment-là, parlez-en à votre professionnel de la santé, votre sage-femme, votre médecin ou même le pharmacien de votre pharmacie communautaire. Les caractéristiques aussi au niveau des seins, puis de ses organes génitaux. Dites-vous, dans le fond, que le bébé, pendant votre grossesse, il recevait de vos hormones de femme enceinte. OK? Quand il va venir au monde, il va avoir des symptômes en lien avec cette accumulation-là d'hormones de femme enceinte. Donc, chez le petit garçon, il va avoir les testicules un peu gonflés, des fois foncés, un petit peu rouge, violacé, enflé. Au niveau de son petit pénis aussi, il ne faut pas pousser la peau du prépuce dans le fond pour dilater le bébé. On nettoie comme si c'était tout simplement un doigt. De lui-même, le bébé va tranquillement pas vite se dilater de lui-même. Ça prendra le temps que ça prendra. Il y a des petits vides que même vers l'âge d'1 an, 2 ans, ils se dilatent d'eux-mêmes. Il y en a d'autres, ça prend plus d'années que ça. Il ne faut juste pas forcer. Et il y a certaines personnes qui, dans leur croyances religieuses, tout ça, veulent faire circoncire leur petit bébé, c'est d'enlever la peau du prépuce au pourtour. Cependant, l'Association canadienne des pédiatres s'oppose à cette méthode-là parce que c'est pas prouvé comme étant utile du tout, puis ça peut même causer des risques d'infection, des choses comme ça. Chez la petite fille, on va avoir des organes génitaux un petit peu plus enflés, rougeâtres aussi. On peut même avoir des pertes vaginales, blanchâtres, jaunâtres. On peut même avoir des mini-menstruations dans sa couche dans les premiers jours. Inquiétez-vous pas de ça. Il n'y a rien à faire avec ça non plus. On n'enlève pas ça outre mesure. On enlève ce qui passe doucement. Mais c'est vraiment pas grave. On fait une bonne hygiène des organes génitaux lors de chaque changement de couche pour être sûr qu'il ne reste plus d'urine, de sel. On part toujours là je parle pour la petite fille, d'en avant vers l'arrière pour ne pas ramener des sels du rectum vers le vagin pour ne pas contaminer tout simplement. Et dans la photo que vous avez, vous voyez un petit bébé qui a les seins gonflés. C'est encore là, c'est dû aux hormones pendant la grossesse et c'est autant chez le petit garçon que chez la petite fille que ça peut arriver. Dans le fond, la prolactine que vous avez formée pendant votre grossesse pour avoir du lait, ben le bébé en a reçu pendant la grossesse. Donc, on ne touche pas à ça, ça dure quelques jours, gros max quelques semaines, puis ça va désenfler tranquillement, pas vite. La perte de poids. Dites-vous que votre bébé il était nourri-logé. Vous respiriez pour lui, vous mangiez pour lui, vous digériez pour lui.
tout ça, il était vraiment dépendant de vous. Là, il vient au monde et il faut qu'il soit autonome. Donc, il respire de lui-même, il tète de lui-même, il s'alimente de lui-même, il digère de lui-même, il fait des pipis. Il en faisait déjà pendant la grossesse dans votre utérus, dans son liquide amniotique, mais il ne faisait pas de caca non plus. Mais tout ça, quand il va commencer à être autonome dans sa vie extra-utérine, ça va faire en sorte, dans le fond, qu'il va perdre des calories juste pour assumer ses besoins comme ça. Il va faire aussi des bons caca qui vont lui faire perdre du poids. Fait que c'est normal une perte de poids. Dans les premiers jours, on tolère même jusqu'à 10 de son poids de naissance qu'on peut perdre dans les premiers jours après sa naissance. Les signes rassurants, par contre, c'est que votre bébé boive bien, soit bien réveillé, vigoureux, tout ça. Ça, c'est bon signe. Puis c'est sûr qu'après la naissance, on va surveiller son poids. Puis tranquillement, pas vite, après la naissance, ça va baisser un petit peu. On souhaite que ça n'aille pas à plus que 10 puis on souhaite qu'à un moment donné, ça remonte doucement pour qu'environ vers l'âge de 10, 14 jours, on ait repris notre poids de naissance, tout simplement. OK? Mais encore là, il y a toujours des exceptions. Fait que si jamais c'est problématique, votre bébé va être surveillé après la naissance par rapport à ça. Les autres besoins du nouveau-né, c'est sûr que j'aurais le goût de vous dire qu'ils ont plein de besoins, ces bébés-là, mais tous les parents peuvent remplir et combler tous les besoins de votre bébé si vous faites, ou de vos bébés, pour ceux qui ont des jumeaux, des jumelles. Faites-vous confiance. C'est juste qu'il va falloir que vous appreniez à connaître votre bébé. Lui, c'est la même chose. Il va falloir qu'il apprenne à vous connaître. Donnez-vous le temps. Ça ne se fait pas instantanément. Tranquillement, pas vite, puis on a le droit à l'erreur. OK? Ça, permettez-vous ça parce que c'est important pour le bébé qu'il sache que ses parents ne sont pas parfaits. Comme ça va lui donner le droit, lui aussi, de ne pas être parfait tout le temps dans la vie. Donc, les besoins prioritaires chez le bébé, c'est entre autres des besoins d'attachement. Donc, le prendre, lui parler régulièrement, le rassurer, des besoins de sécurité aussi, c'est bien sûr. Donc, s'assurer que dans toutes les sphères, il est en sécurité. Donc, dans son siège d'auto, dans son lit, sur la table à langer, quand on le change, tout ça, ça fait partie de ses besoins. Des besoins de chaleur, c'est sûr aussi, dans les premiers jours, il passe de 37 degrés dans votre utérus à 20, 22, 24 degrés à l'extérieur. Des besoins de dodo, de sommeil. Il y a des bébés qui dorment énormément, aussitôt qu'ils viennent au monde. Il y en a d'autres qui ne dorment pas tant que ça, pas beaucoup. Il y en a qui se réveillent juste pour boire, puis qui sont réveillés juste le temps d'un boire. À part ça, ils dorment. Puis il y en a d'autres que c'est non, ils ont déjà quelques heures par jour d'éveil. Et plus il va vieillir, plus ces périodes d'éveil vont être augmentées. L'hygiène aussi, c'est sûr que c'est un de ses gros besoins. Donc, lui donner son bain, pas nécessairement tous les jours, c'est loin d'être nécessaire dans le fond, parce qu'au nombre de fois où vous allez laver probablement la tête, le cou, après les boire, tout ça, et les organes génitaux, les fesses, à chaque changement de couche que vous allez laver, cette partie-là, il ne reste pas grand bout à laver. Donc, vous pouvez sauter des bains, à savoir une fois par 2 jours, une fois par 3 jours, dépendant. C'est sûr que s'il a tout mouillé sa couche, il est tout beurré de caca, des fois au talon qu'on voit, ça peut être payant de dire, OK, on va lui donner un petit bain tout simplement. Mais sinon, vous pouvez très bien sauter le bain et choisissez le moment où vous allez vous en rendre compte, dans le fond, après quelques jours. Est-ce que le bébé, ça le calme de prendre un bain ou au contraire, ça le stimule? Fait à ce moment-là, vous choisissez le meilleur temps, dans le fond, qui correspond à comment il se sent quand il lui donne le bain. Donc, si ça le stimule, le matin, l'après-midi, tout ça. Si ça le calme, en soirée, c'est peut-être le meilleur moment pour donner son bain. En même temps, si papa n'a pas de congé très, très long suite à la naissance de bébé, moi, je trouve ça le fun que ça soit aussi papa qui donne le bain. Donc, de garder cette période-là d'intimité pour que le bébé s'attache bien à son père. Souvent, les mamans, avec leur congé de maternité, vont avoir plus d'occasions de donner tous les soins, répondre aux besoins de bébé. Fait que gardez des choses. Les papas, gâtez-vous en disant, regarde, j'aimerais sûrement garder le bain 2-3 fois par semaine. Ça va être des moments vraiment privilégiés avec le bébé. Puis dites-vous qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de donner un bain à un bébé, tant que ce n'est pas dangereux, tant que c'est sécuritaire.
il n'y a pas de problème. Et ça, pour plein de soins, quand on répond à un bébé, il n'y a pas juste une façon qui est adéquate pour répondre. C'est correct les changements, c'est correct que ça soit différent aussi, tant que ça reste sécuritaire. Au niveau des besoins du bébé, on va parler de son développement de cerveau. Vous allez avoir l'occasion de visualiser un petit film qu'il y a sur le site. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde, alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves.
was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. Fait que je vais enchaîner avec le reste. Au niveau de son hygiène, de l'élimination, les besoins du nouveau-né, dans le fond, c'est une bonne façon de savoir aussi pour les parents qui se demandent est-ce que mon bébé boit suffisamment, est-ce que tout est correct? C'est sûr que ça dit beaucoup. Le nombre de pipis, le nombre de caca. Fait que dans les premiers jours après la naissance de votre bébé, je vais commencer par les cacas. C'est vraiment des déchets qui vont éliminer. On appelle ça du méconium. C'est une espèce de sel très collant, très c'est pas dur, c'est vraiment gluant, collant, vert foncé, presque noir. Ça va durer souvent un bon 2, 3, même des fois 4 jours de temps. Puis après ça, il va y avoir des sels un petit peu plus de transition qu'on appelle jaune, verdâtre, brunâtre, plus liquide, des fois avec des petits grumeaux dedans aussi. Tout ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit tellement liquide que c'est tout imbibé dans la couche, quasiment comme de l'urine qui n'a pas du tout de petits solides dedans, ou que ça soit dur comme très sec, qui se casse quasiment tellement c'est dur, OK? Fait que ça peut être pâteux, ça peut être liquide avec des petits grumeaux dedans, si on aime ça. Au niveau de la fréquence, c'est sûr qu'on souhaite, habituellement, là, dans les premiers jours, on a quelques selles par jour. Ça peut même aller jusqu'à 5 à 10 selles par jour. À un moment donné, ça peut diminuer aussi plus le bébé vieillit, mais ça, c'est très variable d'un bébé à l'autre. Fait que si votre bébé va bien, il boit bien, il a une bonne prise de poids, ses pipis sont adéquats, je vais en revenir tantôt, les selles, en termes de fréquence, c'est un petit peu moins important que les pipis. Les pipis, ce qui est important, ça va nous donner un indice à savoir si notre bébé boit suffisamment. Donc, d'ordre général, ce qu'on dit, c'est un pipi par jour de vie, c'est-à-dire bébé a un jour, on veut au moins un minimum de 1 pipi dans sa journée. Bébé a 3 jours, on veut au moins 3 pipis. Bébé a 5 jours, ben, on veut au moins 5-6 pipis par jour de vie. Et après ça aussi, quand il va vieillir. Ça ne veut pas dire 21 jours de vie, 21 pipis. Okay? Ça veut dire qu'à partir du 5 jours et plus, on veut un minimum de 6 pipis par jour. Fait en gros, ça fait le tour pour les selles et les pipis du bébé. Pour ce qui est de l'hygiène, j'en ai parlé vite fait, dans le fond. Peut-être juste faire un petit aparté sur le fait aussi qu'il ne faut pas oublier l'hygiène buccale de votre bébé. OK? Donc, juste nettoyer sa bouche avec une petite débarbouillette très, très, très propre. On n'a pas besoin de prendre de brosse à dents. On n'a pas besoin de prendre non plus de dentifrice tant qu'il n'y a pas de dents, votre petit bébé. Ce qui devrait arriver habituellement, il y en a qui sont, c'est des petits vites puis qui ont déjà des dents. J'en ai même déjà vu à la salle d'accouchement. Venir au monde avec une dent, c'est plutôt rare. D'habitude, c'est plus vers l'âge de 6 à 12, 18 mois, les premières poussées de dents. En plus de ça, un gros besoin de votre bébé, c'est des pleurs. Dans le fond, c'est pratiquement, c'est pas la seule, mais c'est une très grande façon pour lui de communiquer. OK? On est habitué de décrire les pleurs ou plutôt d'interpréter les pleurs du bébé en fonction de nos pleurs à nous. OK? Nous, on pleure quand on a beaucoup de douleur, beaucoup de peine, des choses comme ça. C'est quelque chose de très majeur, alors que le bébé, il va pleurer pour toutes sortes de choses. OK? Fait qu'il ne faut pas interpréter les pleurs comme étant quelque chose d'épouvantable pour le bébé. OK? Danielle, c'est souvent pour lui justement un moyen de communiquer. C'est la façon qu'il va nous parler un peu, là, les pleurs de bébé. Fait que, effectivement, fait que c'est pas nécessairement parce qu'il y a de la douleur ou parce qu'il y a de la peine. C'est sa façon de dire plein d'affaires. C'est juste qu'il faut jouer à Colombo pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il veut dire. Puis plus il va vieillir, plus vous allez connaître votre bébé, plus vous allez peut-être même être capable de reconnaître certains types de pleurs. Vous allez dire, ah, ça, c'est un pleur de faim. Ah, ça, c'est un pleur de j'ai la couche mouillée. Ou ça, c'est un pleur de je m'ennuie, je veux être sécurisée, je veux qu'on s'occupe de moi. Est-ce que ça serait de gâter le bébé à ce moment-là?
Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Ben non, non, Daniel, je pense pas. Effectivement, ça reste un besoin. Juste le fait d'être pris, d'avoir, c'est un besoin d'attention, c'est un besoin d'être collé, c'est un besoin de sécurité pour lui. Donc, non, on ne garde jamais un bébé, effectivement, Daniel. Fait qu'on fait la sourde oreille aux gens qui disent « prends-les pas trop souvent, tu es en train de le gâter ». Au contraire, vous répondez à un besoin. Et c'est prouvé que plus vous répondez rapidement aux pleurs d'un bébé, plus il va se sentir sécurisé. Il va développer la confiance en son papa, sa maman, contrairement à développer, entre guillemets, de la méfiance qu'on ne souhaite pas. Si le bébé doit pleurer toujours 5 à 10 minutes avant qu'il y ait une première réponse, il est en train de se dire « ouf, une chance que ce n'était pas urgent, là, parce que c'est long l'attente. » Donc, répondez rapidement à ses pleurs. Puis là, ça peut être, on joue à Colombo, est-ce qu'il a faim, on y offre le sein, est-ce que sa couche est mouillée, on vérifie si sa couche est sale, est-ce qu'il y a trop chaud, trop froid, trop chaud, habituellement, la nuque est mouillée, trop froid, ben c'est pas nécessairement les mains, les pieds, parce que ça, c'est normal que ça soit un petit peu plus froid, mais son ventre est froid, ben, il y a peut-être froid. On peut s'essayer à ce moment-là de l'emmitoufler. Est-ce qu'il y a besoin de faire un roux? Il y a des petits bébés qui prennent du temps avant de faire un roux. On leur fait faire après le boire, on les recouche, ils n'en font pas de roux, puis c'est une demi-heure après, 1 heure après, ils pleurent, on les lève, puis c'est là qu'ils font leur roux. Fait que tous les bébés sont différents, puis vous allez apprendre à connaître le vôtre, tout simplement. L'important, c'est de savoir que c'est sa méthode principale de communiquer et qu'il faut essayer de répondre à cette pleure-là le plus rapidement possible, en se trompant des fois, en essayant des fois. C'est pas plus grave que ça. Puis, à la limite, si on a fait le tour de tout ça, sa couche n'est pas mouillée, il n'a pas l'air d'avoir soif, il n'est pas inconfortable, il n'a pas chaud, il n'a pas froid, j'essaie de le consoler, ça ne marche pas, ben, prenez sa température, tout d'un coup qui ferait de la fièvre. À ce moment-là, ne gênez-vous pas de prendre un thermomètre. Idéalement, on le prend rectal. Sa température, c'est la température, la méthode la plus précise pour prendre la température. Puis, si jamais vous voyez qu'il fait de la fièvre, c'est sûr qu'avant l'âge de 3 mois, un bébé qui fait de la fièvre, on s'en va à l'urgence de l'hôpital. Après 3 mois, sauf exception, suite au vaccin de 2 mois. Ça, c'est sûr que dans les 48 heures suite à son vaccin de 2 mois, on sait pourquoi. Mais sinon, avant 3 mois, on s'en va tout de suite à l'urgence de l'hôpital avec un petit bébé qui fait de la fièvre. Après 3 mois, là, j'aurais le goût de vous dire, puis même avant, vous pouvez téléphoner à Info Santé au 811 pour poser les questions, pour vous faire rassurer, pour avoir une évaluation, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se rend, est-ce qu'on se rend pas. Puis après 3 mois, ben là, ça dépend de combien on fait de fièvre. À ce moment-là, des fois, on peut traiter avec de l'acétaminophène, des choses comme ça pour la faire baisser, mais avant 3 mois, il faut aller consulter. Fait que j'aurais le goût de vous dire aussi qu'il y a une période où les bébés ont beaucoup de pleurs. Une période de la journée, c'est souvent en fin de journée, la fatigue accumulée de la journée, le stress des fois aussi accumulé. Souvent, on parle du mot colique, où les bébés vont pleurer plus en soirée pendant des fois plus que 3 heures de temps. Souvent, c'est le fameux 3 semaines, 3 mois qui a été nommé comme étant des périodes les plus fragiles. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, mais moi, j'aime dire, c'est souvent on dit 3 jours, 3 semaines, 3 mois, mais je dis souvent plus ou moins plein de jours, là, parce que ça peut arriver un peu n'importe quand. Il faut juste être à l'écoute, parce qu'effectivement, tu as nommé plein de choses qui peuvent être des causes de pleurs, mais ça peut arriver qu'un bébé pleure puis qu'il n'ait pas nécessairement, on n'a pas trouvé la cause. C'est bien d'aller valider avec la fièvre, effectivement, mais des fois, le bébé a juste sa journée dans le corps, lui aussi. Tu sais. C'est comme nous, on est plus fatigué en soirée. Souvent, c'est des crises de pleurs en soirée. Ça va souvent être combiné avec des tétés groupés en soirée, plus de tétés. Puis, ça peut être aussi en lien avec les choses qu'on a fait dans la journée. Un bébé, on a fait plus de sorties, il a vu plus de monde, on s'est promené. Donc, lui aussi, il est fatigué, il a sa journée dans le corps. Oui. Puis, tu as raison. Puis, si nous, on est fatigué, le bébé le ressent aussi beaucoup. Fait que dans ce temps-là, il est plus insécure. Il veut avoir des parents reposés, calmes et tout ça. Puis, tu sais, si vous vous sentez justement trop fatigué, trop impatient, tout ça, ben vous pouvez le laisser dans son petit lit. C'est la place la plus sécuritaire. Vous allez le calmer, tout ça, puis vous le redéposez dans son petit lit en disant, ben, je ne sais pas ce que tu as, mon petit shit, mon petit pet, mais
on va attendre, ça devrait se passer, mais au moins vous êtes sûr que vous avez fait le tour des possibilités à ce moment-là. C'est sûr que si ça arrive régulièrement, très fréquent, ça vaut la peine de consulter, mais comme tu dis, quand c'est des journées ici et là, on ne sait pas trop pourquoi, on a fait le tour, il faut juste dire, on accepte. Ça peut arriver, puis c'est correct. Il a le droit, lui aussi, ou elle aussi, d'avoir ses mauvais jours. Oui, puis comment on peut... Hein? Vas-y, ça va être important de le déposer, c'est quand on sent que nous aussi, émotionnellement, on se sent submergé. Là, c'est là que ça va être important de déposer bébé dans un endroit sécuritaire pour ses pleurs. Si nous, on se sent trop submergé et qu'on n'a pas notre conjointe à côté de nous pour nous aider. Là. Donc là, oui, on met bébé en sécurité dans son berceau quelques minutes, puis on prend une bouffée d'air par la fenêtre. Mais sinon, c'est surtout de le coller là, quand on se sent bien, quand on se sent encore nous aussi reposer, c'est de le coller puis d'attendre que ça passe. Puis c'est effectivement un bon truc de faire du pot à pot, de le calmer. Puis tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Tu sais, s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison qui est comme moins brûlé, moins fatigué, ou même si vous pouvez vous demander un autre paire de bras. C'est sûr que c'est typique, là, ce qui arrive des fois, le bébé pleure, ça fait 2 heures, il est inconsolable, papa, maman se le passe, mais papa, maman sont fatigués et donc plus leurs 8 heures de sommeil comme d'habitude. Ils ont le stress d'être des nouveaux parents, tout ce qui vient avec. Puis là, on invite quelqu'un, ça te tenterait-tu de nous donner un petit coup de main, ça va pas bien. La personne arrive dans la maison, prend le bébé arrête de pleurer. Mais, est-ce qu'il est meilleur que nous autres? Ben oui, il y a le tour. Nous autres, on ne l'a pas. C'est ça qui se passe. C'est ça. La personne est juste plus calme, plus reposée, puis bébé le ressent. Fait qu'au lieu de vous dire, j'ai pas le tour, là, dites-vous, j'en profite, tout simplement. Tant mieux. Puis si cette personne-là, elle vous dit, regarde, tu ne te gênes pas n'importe quand, profitez-en, OK? C'est pas que vous n'êtes pas des bons parents, loin de là. C'est juste que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, le bébé le ressent. Fait que dans ce temps-là, des nouveaux bras, ça peut fonctionner. Il y a souvent des pleurs intenses qui arrivent vers l'âge de 6 à 8 semaines. On pense que c'est à cause du développement du cerveau qui se fait en vitesse grand V à ce moment-là. Mais on n'est pas sûr de ça, mais c'est typique des bébés d'avoir vraiment des périodes de pleurs intenses entre le fameux 6 à 8 semaines. Comme tu disais tantôt, ça peut être un peu n'importe quand, mais cette période-là, souvent, les parents vont consulter en disant « il y a quelque chose qui ne marche pas, mon bébé doit être malade, je ne dois pas bien répondre à son besoin parce qu'il pleure vraiment plus souvent. » Ça peut durer même quelques semaines de temps. Fait que faites-vous confiance. Rassurez-vous aussi si vous vous sentez dépassé, mais c'est tout à fait normal qu'un bébé pleure, puis encore plus souvent vers l'âge de 6 à 8 semaines. Quoi faire avec un bébé qui pleure? J'aurais le goût de vous dire, essayez plein de choses, puis vous allez voir en fonction de votre bébé, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Le masser, le caresser, lui donner le sein, le promener, changer de position. Tu sais, l'histoire de « je m'en vais le promener en auto », là. Si ça marche, pourquoi pas? Faire du pot à pot, lui donner le bain, vérifier. Il y a des bébés qui adorent le bain, ça les calme. Il y en a d'autres que ça les stimule ou qu'au contraire, ils détestent ça. C'est rare, mais ça peut arriver. Lui parler doucement, lui faire écouter de la musique, le fameux truc de la musique que j'écoutais pendant que j'étais enceinte. Je lui fais réécouter une fois qu'il vient au monde parce qu'il entendait déjà des voix et de la musique de l'extérieur en fin de grossesse. Donc, ça se peut que ça lui rappelle le temps qu'il était dans votre utérus puis que ça le calme. À ce moment-là, pourquoi pas? Si ça fonctionne, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Vous allez apprendre à connaître le bébé puis vous allez voir qu'est-ce qui l'aide le plus à se calmer, tout simplement. Avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus, Isa? Parce que c'est un gros dossier, les pleurs. Hein? Oui, mais c'est complet. Je crois qu'on a bien couvert les pleurs. C'est un sujet sensible aussi. Effectivement. Merci. Bébé a aussi besoin de chaleur. Donc, comme le dit Daniel tantôt, il était au chaud dans notre bedon. Donc, il a besoin qu'on le garde à la chaleur, mais on ne veut pas qu'il transpire nécessairement. Donc, les bébés en bas d'1 mois, ils peuvent perdre leur chaleur facilement par leurs extrémités, les mains, les pieds, la tête aussi. Donc, on dit souvent qu'on doit habiller bébé une couche de plus que nous, donc une épaisseur de plus que nous, comment on se sent dans la maison. Si on est en manche courte, bébé peut-être en manche longue.
On dit la température de la pièce environ entre 20 et 22 degrés, c'est une température adéquate pour bébé. On peut évaluer sa température, là, à savoir s'il y a trop chaud, souvent par la nuque. S'il est mouillé au niveau de la nuque, bien, il y a trop chaud. Par son petit nez, ses bras, on peut vérifier comme ça. Il n'y a pas de contre-indication à promener bébé ou aller promener bébé à l'extérieur après la naissance, là, mais faire attention là, au temps très froid ou au contraire très chaud. Puis, un autre petit truc pour bébé en promenade, là, c'est des fois quand on est avec d'autres mondes dans une fête de famille ou quoi que ce soit, on conseille souvent de garder bébé en portage, là, en porte-bébé pour justement éviter les contacts et les microbes. Le sommeil d'un bébé, là, par rapport à ses besoins, il a besoin de sommeil. Le bébé, ça aussi, c'est un sujet quand même qu'on parle beaucoup en postnatal, là, le fameux sommeil qu'on ne retrouve, que l'adulte ne retrouve pas rapidement après la naissance, là, qui peut quand même affecter un nouveau parent. Mais chez le bébé dort beaucoup. Donc, puis ça va être variable d'un enfant à l'autre, d'un bébé à l'autre. Là. Il y a des très grands dormeurs, comme l'a dit Daniel tantôt, puis il y en a d'autres qui vont rester plus éveillés beaucoup dans la journée ou qui dorment peu, ils en ont moins besoin. Ce qu'on s'attend quand même, c'est que bébé va se réveiller après la naissance, là, après son premier 24 heures de vie, dans les premiers jours de vie, c'est qu'il se réveille d'emblée de lui-même là, plus que 8 à 12 fois par 24 heures pour demander à boire. Ça, c'est ce qu'on s'attend de bébé. Si ce n'est pas le cas, c'est sûr qu'il faudrait le stimuler un petit peu pour qu'il ait son nombre de tétés dans sa journée. Sinon, il va avoir des périodes d'éveil dans la journée, puis c'est ça qui va varier d'un bébé à l'autre, puis d'un jour à l'autre. Ce qu'on s'attend, c'est que bébé ait une période d'éveil de plus en plus longue chaque jour. Chaque jour, il va augmenter sa petite période d'éveil calme dans les changements de couche, à vous regarder. Donc, c'est variable d'un bébé à l'autre. Par rapport à la sécurité pour le sommeil, bien, on dit dodo sur le dos, c'est la recommandation actuelle. Puis, on recommande sur un matelas. On veut que bébé, dans le fond, les recommandations, c'est qu'il dorme dans son petit lit de bébé. La Société canadienne de pédiatrie recommande pour la sécurité de son sommeil, là, dans les 6 premiers mois de vie, l'endroit le plus sécuritaire, c'est dans son petit lit de bébé qui est dans la même chambre que les parents pour les 6 premiers mois de vie. Pour son lit de bébé, il faut qu'il soit homologué là, par les recommandations du gouvernement. Ça peut être retrouvé en ligne. Là. Il y a un lien dans le Mieux Vivre aussi, en parle. Le mieux vivre avec son enfant. Puis sinon, ce qu'on veut aussi, c'est qu'il y ait juste une petite couverture. Oui, c'est ça, voilà. Merci, Daniel. Donc, on peut s'y référer à tout moment là, pour les questions de bébé. C'est la Bible. Exactement. Oui. On veut que la petite bébé respecte les normes. On veut qu'il y ait juste une petite couverture aussi, là, pas d'autre chose dans son petit lit de bébé, là, pas de toutou, de douillette, d'oreiller. Bébé n'en a pas besoin. Donc, la recommandation, c'est qu'il dorme dans son petit lit, plutôt sur le dos, que ce soit dans un matelas ferme. Si jamais il y a du cododo, si jamais les parents décident de faire du cododo, il y a des façons de faire, il y a des choses à savoir pour que ça soit sécuritaire. Encore là, on veut que ça soit sur un matelas ferme, éviter les gros oreillers, grosses douillettes, le moins de couverture possible, mettre bébé un petit peu plus au niveau de la tête des parents, que les parents ne soient pas qu'il y ait une distance adéquate entre le mur et le matelas pour éviter que le bébé reste coincé. Que le parent ne soit pas sous l'effet que son état ne soit pas altéré par drogue, alcool, médicaments qui causent la somnolence ou même la très grande fatigue. C'est un état qui peut altérer notre état de vigilance. La mort subite du nourrisson, c'est quelque chose qui peut arriver, qui peut être de cause inconnue, qui peut arriver pendant le sommeil de bébé, dans sa première année de vie. Ce qui a été associé, il n'y a pas de critères stricts là, qui causent la mort subite du nourrisson, c'est qu'ils ont fait des liens entre l'événement puis les décès de bébé. Donc, il y a des facteurs qui sont plus à risque là, dans ces liens-là. C'est le tabac de la mère pendant sa grossesse, le fait de dormir sur le ventre ou d'avoir eu la tête recouverte de couverture. Ce qui est des facteurs de protection selon ces données-là, c'est l'allaitement, le dodo sur le dos, puis que le petit lit de bébé soit sécuritaire avec le matelas ferme.
Besoin du nouveau-né au niveau de la sécurité, je vous inviterai à regarder le bon vidéo qu'il y a sur la Vous sécurité. quitterez bientôt l'hôpital avec votre nouveau-né. Mais avant que vous et votre bébé puissiez recevoir votre congé, ce dernier doit être placé de façon sécuritaire dans un siège d'auto pour bébé. Lorsque vient le temps d'installer le bébé dans son siège, assurez-vous que les courroies du harnais sont insérées dans les fentes les plus basses du dossier du siège. Desserrez le harnais le plus possible. Placez votre bébé dans le siège en vous assurant que ses fesses soient bien au fond du siège. Placez les courroies du harnais au-dessus des épaules du bébé. Les courroies doivent être placées à la même hauteur ou un peu plus bas que les épaules de manière à les envelopper. Attachez la pince de poitrine, puis insérez les languettes du harnais dans leur boucle entre les jambes du bébé. Ajustez-les le plus près possible du corps du bébé en tirant sur la courroie. L'espace entre les courroies du harnais et le corps de l'enfant ne doivent pas permettre d'insérer plus d'un doigt. Ajustez la pince de poitrine à la hauteur des aisselles du bébé. C'est l'endroit le plus sécuritaire pour fixer la pince de poitrine. Lors d'un accident, si la pince de poitrine est trop haute, elle peut étouffer le bébé. Si elle est trop basse, elle peut endommager ses organes vitaux. Les pieds du bébé peuvent être appuyés sans danger sur le dossier de la banquette et ses jambes peuvent être légèrement fléchies. Quelques précautions à prendre avant d'installer bébé dans son siège. Le siège d'auto doit être utilisé seulement pour le transport en voiture. Il ne doit jamais être utilisé pour remplacer le berceau ou le lit du bébé. Si le bébé s'endort dans son siège, transférez-le dans son berceau ou dans son lit dès votre arrivée à la maison. Au cours des premiers mois de sa vie, il est déconseillé de laisser un enfant dans son siège d'auto pendant un trajet de plus d'1 heure à la fois. Si vous effectuez un long trajet en voiture, faites des pauses fréquentes pour changer la position du bébé et le prendre dans vos bras. Pendant la saison hivernale, vérifiez que le manteau soit bien compressé et que les courroies soient bien ajustées. Certains fabricants de sièges d'auto pour enfants ont des exigences bien particulières au sujet des manteaux d'hiver. Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à votre infirmière ou consulter Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à 2 ans, un guide pratique pour les mères et les pères. Il y a la sécurité aussi au niveau des animaux. J'aurais le goût de vous dire que c'est un sujet délicat, hein, parce que on réalise de plus en plus que des fois, les animaux prennent presque autant d'importance, sinon la place des enfants avant qu'on ait des enfants. Fait que c'est très, très important pour beaucoup de couples, leurs animaux. Par contre, ça reste des animaux, puis il faut le garder en tête, OK? Même le meilleur animal du monde reste un animal. Donc, il ne faut pas sous-estimer ses réactions, les risques qui réagissent aux pleurs du bébé, à d'autres gens autour. Il y en a qui vont dire « Ah, il est hyper protecteur, il n'est pas dangereux. » Au contraire, il est hyper protecteur. Mais des fois, justement, ça peut être inquiétant, ça. Les bébés, en plus de ça, puis comme les enfants, ils sont imprévisibles, ils font des gestes un petit peu brusques, ils font des pleurs ou des cris, du bruit qui peut irriter l'ouïe des chiens, des chats qui sont beaucoup plus sensibles que notre ouïe. Donc, c'est pour ça qu'on évite le plus possible de laisser l'enfant seul avec un animal dans une pièce. Puis si jamais vous voyez que votre animal est trop envahissant, trop protecteur, tout ça, j'aurais le goût de vous dire évitez l'accès à la chambre du bébé aussi, puis surveiller les premiers signes d'agressivité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chicaner un animal qui grogne, il vous avise qu'il n'est pas bien, OK? Fait que si on le chicane, il n'avisera plus, puis il risquerait à ce moment-là de faire des comportements qu'on ne souhaite pas faire. Fait qu'il ne faut jamais, jamais, jamais laisser un bébé sans surveillance avec un animal, un chat, un chien, etc. OK. Bon, bien là, on revient à justement le devenir parent. Ça peut être très exigeant comme les premières semaines, premiers jours, premiers mois avec la vie d'un bébé. Le fait de devenir parent, là, c'est ça, ce à quoi vous vous apprêtez de vivre en ce moment, puis c'est le plus beau projet d'une vie, là, vraiment. Mais ça peut parfois nous submerger là, dans différentes émotions, puis on peut trouver ça exigeant, c'est normal aussi. Fait que c'est d'autant plus important de former une équipe, de s'allier en couple, donc être
pouvoir compter sur l'autre personne aussi va être très important. Puis, c'est d'autant plus important que quand on est en confiance, quand on est bien entouré, bien, la transition vers le devenir parent, vers la parentalité, bien, elle va se faire plus en douceur. Donc, justement, quand on dit ce qui est important de s'allier, de former une équipe, parce que, tu sais, là, en ce moment, en tant que couple, vous vous connaissez comme un couple, mais vous allez bientôt vous connaître comme des parents avec des valeurs, des valeurs de l'un, des valeurs de l'autre qui vont maintenant être mis ensemble. Donc, c'est apprendre à mettre ça ensemble, apprendre à ce que les choses ne soient pas faites. Bien, ce que les choses soient faites différemment, en fait, là, il n'y a pas de meilleure façon que l'autre. C'est un lâcher-prise sur le fait que ça se peut que la couche ne soit pas mise exactement de la même façon qu'on l'aurait mis, mais c'est pas grave, il y a une couche. Donc, c'est ça, c'est de voir, c'est de le lâcher-prise par rapport à ça. Vaut mieux s'allier, travailler en équipe, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Ça peut être normal de se sentir dépassé, de se sentir inquiet, de vivre certaines émotions, là, de se sentir très, très joyeux, très heureux d'être avec bébé, mais en même temps, c'est des sentiments contradictoires parce qu'on se sent des fois, c'est ça, fatigué, dépassé, mais il y a des trucs qu'on peut se donner pour préserver son énergie et se ressourcer là, en postnatal. Isabelle, j'aurais le goût de rajouter Oui. que souvent, les parents semblent coupables de dire qu'ils sont fatigués, de dire que, tu sais, c'est comme si on n'a pas le droit, on a un bébé, on voulait un bébé, là, on l'a, tout va bien, on n'a pas le droit, mais c'est humain, c'est tout à fait normal, c'est adieu les 8 heures de dodo non-stop pendant la nuit, fait que puis ça fait même des fois du bien de le nommer, de le dire, c'est tout à fait correct, puis j'adore ce que tu viens de dire, il n'y a pas une bonne façon de faire les choses, tout ce que le bébé veut, c'est que ça soit des fois papa, des fois maman, puis la façon différente de le faire, c'est bon pour lui. Il s'adapte à ça. Si c'est très rigide, c'est toujours de la même façon, de la même manière, au même moment, tout ça. Dès qu'il va avoir un petit changement, ça va les sécuriser. Fait que, tu sais, oui, un petit cadre, mais très souple. Puis si la couche est mise trop lousse, qu'est-ce qui va arriver le pire? Ça va déborder. On va savoir qu'on l'a mis trop lousse, tout simplement. OK. Prochaine fois, on la met plus serrée que ça. Mais pas toujours dire « Ah, c'est pas correct ce que tu as fait, c'est pas correct ce que tu as fait. » C'est comme, je pense qu'on va l'apprendre de nous-mêmes de toute façon. Exactement. Chaque jour, il y a des petits défis comme ça au quotidien, là, mais après ça, on les apprend. Ce que j'ai envie de vous dire pour des petits trucs là, à faire, c'est sûr, c'est d'avoir exactement des attentes réalistes. Là, donc, de parler de nos attentes, parler de nos besoins avec notre conjoint, puis d'avoir des attentes réalistes, de pas se faire trop d'attentes, on a moins de déceptions, puis on passe des meilleurs moments là, plus sereins. De prévoir de l'aide en postnatal dans les premières semaines, là, de prévoir de l'aide à la maison ou même juste d'avoir préparé un petit peu son postnatal avec des repas congelés qu'on va avoir préparés avant l'accouchement. Donc, le congélateur plein. Des fois, ça peut paraître banal. Là, on peut se dire, ben non, mon conjoint va être en congé, il va avoir le temps de faire les repas, mais la journée passe comme ça avec un bébé. Là, on se demande comment ça, on arrive à la fin de la journée, puis on se demande comment on n'a pas fait pour avoir le temps de prendre une douche. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas le temps de faire les repas non plus. C'est super aidant d'avoir des repas préparés, de demander ça comme cadeau aussi aux gens qui nous entourent. Gérer la visite, c'est un sujet aussi que j'aime beaucoup mettre l'accent sur ça parce que c'est sûr qu'on dit c'est au papa c'est préserver la bulle, donc aider en tout cas à préserver la bulle de maman et de bébé qui viennent d'arriver à la maison. En fait, c'est votre bulle à 3 maintenant aussi là, qui est à préserver. Donc, si on est tanné de recevoir des appels puis on veut juste plus répondre, bien, on met un beau message sur le répondeur. Maman, bébé vont bien. On vous rappelle quand on va être plus disponible. C'est super important. Le bébé, il va être content la semaine d'après de voir aussi la visite. Là. C'est pas, si vous ne vous sentez pas bien ou reposé, la première semaine est tellement importante que chaque moment, chaque tété est importante. Donc, il vaut mieux préserver cette bulle-là, pas s'épuiser avec la visite. Il y a de la bonne visite, il y a de la mauvaise visite. Là. La bonne visite, c'est celle qui vient à la maison puis qui va venir vous faire une tâche ménagère puis que pendant que vous vous reposez avec bébé ou que vous lui donnez, vous l'allaitez. Ou la mauvaise visite, c'est celle qui s'en vient vous asseoir sur votre divan, vous parler pendant 4 heures puis manger vos muffins congelés que vous aviez préparés. Il y a ça à pouvoir
essayer d'éliminer un petit peu là, ce qui pourrait être irritant en postnatal. De dormir quand bébé dort, là, la première semaine là, et même plus, là, d'essayer, la première semaine, d'essayer d'avoir 2 siestes par jour, puis après ça, une sieste par jour pour tout le temps qu'on est capable d'avoir des siestes. C'est pas le temps quand on couche bébé de se dire oh, je vais aller passer un petit balai. Là. On dort quand le bébé dort. On laisse faire le ménage, c'est pas grave, ça peut attendre. On peut demander à notre entourage aussi si on est tanné de voir notre vaisselle. Mais c'est ça. Donc, c'est de diminuer les attentes à ce moment-là. Est-ce que tu penses à d'autres choses, toi, Danielle, pour nous aider à se préserver en postnatal? J'ai le goût de rire parce que quand tu as dit la visite, quand tu viens à la maison, ça devrait être un passeport de t'apporter un plat congelé au lieu d'un Xème petit pyjama nouveau-né qui ne va pas y faire très, très, très longtemps, effectivement. Puis oui, je suis d'accord pour se prendre d'avance. Tu sais, c'est sûr que et c'est prouvé, hein, il y a une étude qui démontre que les gens autour de la famille qui viennent d'avoir un bébé ne savent pas comment aider. Tu sais, ils ont le réflexe de dire ben, je vais aller m'occuper du bébé. C'est pas de ça que vous avez besoin, là. C'est plutôt qu'on vienne faire votre vaisselle, un petit peu de ménage, qu'on apporte de la bouffe. C'est beaucoup plus ça. Ça, vous pouvez le déléguer parce que manger, dormir, faire vos soins d'hygiène, puis à l'été, vous ne pouvez pas déléguer ça. Okay? Ça vous appartient, mais le reste, ça se délègue. Puis je dis toujours aux parents, quand je vais à la maison, quand c'est trop propre, j'espère que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le ménage. Oui. Parce que sinon, vous vous épuisez sur des tâches qui ne sont pas nécessaires. Le bébé s'en fout qu'il y ait de la vaisselle, qu'il y ait du ménage à faire. Ce qu'il veut, c'est un papa, une maman reposée qui répond à ses besoins le plus rapidement possible. C'est juste ça. Oui, puis ce que j'aime dire aussi, c'est d'y aller en prévention. Là, des fois, on a eu une super belle nuit, ça a bien été, puis là, on va être un peu plus énergique pour faire des activités, mais on ne sait pas trop la nuit prochaine comment que ça va aller, donc garder en tête que d'y aller en prévention, là, de se préserver un petit peu. Même quand on a eu une bonne nuit, tant mieux, là, on en profite pour continuer d'être reposé. Puis, ça va prendre du temps, comme tu l'as dit, Danielle, d'essayer d'avoir un 8 heures de sommeil consécutif, ça va prendre du temps, mais d'essayer de le retrouver dans un 24 heures, ce 8 heures-là. Est-ce que j'ai eu mon 8 heures de sommeil là, dans mon 24 heures? Tu sais, oui, c'est un 2 heures là, un petit 1 heure là, un 3 heures là, mais est-ce que j'ai réussi à avoir mon 8 heures de sommeil? Là? Tu sais, c'est un bon truc là, pour à se rappeler. Puis effectivement, faire des siestes, ça s'apprend. Hein? Au début, vous ne dormirez pas. Vous allez dire, ben, je perds du temps, ça me donne rien, mais à force de vous reposer, votre corps va comprendre que oui, il peut se laisser aller parce que ce n'est pas dans nos coutumes de faire des siestes, à moins que vous ayez eu l'opportunité d'être en arrêt avant d'accoucher. Mais ça s'apprend vraiment, fait que donnez-vous le temps. Ça peut prendre quelques semaines avant que vous soyez capable de faire des siestes le jour, effectivement. Puis des fois, juste d'être allongé, les yeux fermés, notre corps est au repos, notre mental est au repos, ça fait du bien jusqu'à temps qu'on apprenne à faire des vraies bonnes siestes. Puis quand tu parlais tantôt, Danielle, de se préparer, là, on a 9 mois pour se préparer, donc de préparer son postnatal, oui, avec les repas, avec l'aide alentour de nous. Des fois, ça peut être de l'aide avec les aînés, de l'aide à la maison, ou des fois, des gens vont venir être chez nous directement là, pour nous aider, mais c'est important avec ces personnes-là de parler de nos besoins et de nos attentes. Justement, le besoin, ce n'est pas nécessairement de s'occuper de bébé, c'est d'autres choses, mais quand c'est déjà discuté d'avance, ça évite les conflits sur le moment. Fait que pas prendre pour acquis qu'ils peuvent deviner, que les gens autour devinent ce dont on aurait besoin comme aide, le demander clairement. Puis c'est prouvé que de toute façon, l'entourage aime ça, se faire demander clairement comment ils peuvent aider, tout simplement. On peut rajouter sur ça pourquoi c'est important de se reposer, parce qu'il y a une grosse chute d'hormones après la naissance, là, donc qui peut entraîner un baby blues, qu'on appelle, c'est justement des sentiments, d'émotions des fois plus difficiles, plus en dents de scie un petit peu. Le fait d'être plus reposé, donc ça va atténuer ces symptômes-là aussi. On va mieux se relever de l'accouchement, donc la guérison du périnée. Ou de la césarienne, puis justement d'être au repos allongé, donc on prévient ce qui pourrait être une descente de vessie, les fuites urinaires. Donc, c'est très favorable pour notre corps aussi là, de maman qui vient d'accoucher. OK, devenir parent. Ça fait déjà plusieurs mois que vous pratiquez à devenir parent. Moi, ça arrive, mais même
pendant la grossesse, il peut y avoir beaucoup de changements au niveau de la relation de couple. Pendant la grossesse, ça peut arriver que notre libido change, après l'accouchement aussi. Des fois, pendant la grossesse, on a peur aussi au niveau des relations sexuelles de blesser bébé, tout ça. Et il n'y a pas de ligne directrice pour dire quand est-ce qu'on peut reprendre nos activités sexuelles. Ça dépend de vous. Il faut que vous vous respectiez. Je dis toujours en blague, il faut respecter le rythme du plus lent. Dans les sports comme dans l'intimité du couple. Il ne faut pas forcer parce que à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas respecté quand on se force ou on se sent forcé. Donc, c'est d'y aller à votre rythme, parler de vos attentes aussi par rapport à votre vie de couple, parce que c'est sûr que faut pas oublier qu'on reste un couple, même si on devient un père, une maman. Il faut se garder une place de temps de couple aussi, en se disant, on parle de nous, on ne parle pas tout le temps juste du bébé, on se garde des petits temps. C'est plus difficile à faire dans les premiers jours, mais essayez assez rapidement de vous reprendre ou à la limite de vous dire, avant de dormir, on fait un petit bilan de comment ça a été aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé pour tout de suite se raviser. Puis ça va jouer beaucoup sur l'intimité parce que malheureusement, c'est éprouvé qu'il y a beaucoup de séparations dans les 2 premières années après la naissance d'un enfant. Je ne veux pas faire ma fataliste loin de là, mais je pense que ça part de la communication. Fait que si on se parle, si on communique, ça va vraiment aider. Puis des fois, c'est qu'on prend pour acquis que l'autre devrait deviner comment est-ce qu'on se sent. C'est pas le cas. Il faut le dire, il faut le nommer. À part de ça, il peut y avoir aussi des choses très physiologiques aussi qui causent les changements au niveau de la relation de couple. Vous pouvez vous sentir incompétent comme père, comme mère. Donnez-vous le temps. Puis, on n'a pas toujours le même rythme. C'est pour ça que je disais tantôt, si maman elle a la chance d'être en congé de maternité, les papas, si vous retournez travailler, gardez-vous des tâches pour sentir quand même que vous développez un attachement au bébé, vous développez des habiletés, puis tout ça. Les changements hormonaux aussi, c'est pas juste les mamans qui en subissent, les papas peuvent en avoir aussi. C'est plus relié au stress qu'à l'accouchement en tant que tel. Mais les nouvelles tâches, le rôle de parent, ça peut être très stressant. Il y en a qui se disent, c'est moi qui amène les sous à la maison, des choses comme ça. Fait que l'important, c'est de vous en parler, tout simplement. Quand vous devenez parent, il faut aussi se reposer la question, quel genre de papa, quel genre de maman je veux être, quel genre de père j'ai eu, quel genre de mère j'ai eu, qu'est-ce que je veux garder de ça, le positif, idéalement, et qu'est-ce que je veux pas refaire que mon parent a fait avec moi, OK? À la limite, vous pouvez vous choisir un modèle autour de vous. Tu sais, là, genre, cette personne-là, là, j'aimerais ça y ressembler comme père, OK? Je trouve que c'est un bon père. Pourquoi? Parce qu'il est à l'écoute de ses enfants, parce qu'il est patient, parce qu'il est calme, parce qu'il explique, mais parce qu'il est aussi encadrant, il y a quand même une certaine fermeté. Fait essayez de vous trouver des modèles, si ça existe, dans votre entourage, ou sinon vous dire quel genre de modèle je vais me créer parce que j'aimerais ça être comme ça. Okay? Sinon, si on ne le fait pas, on a tendance à recréer tout simplement ce qu'on a connu. Copier-coller, avec les avantages, j'espère qu'il y en a eu, c'est sûr, mais avec aussi les désavantages que ça a. Fait que vraiment se prendre le temps de dire, moi, ça, je veux ça, mais ça, je veux pas ça, puis je vais essayer de travailler là-dessus pour être un père comme ça et pour être une mère comme ça. Okay? Et c'est sûr que c'est pas juste la qualité qui compte, il y a un minimum de quantité de temps qu'il faut que vous passiez avec votre enfant pour développer une bonne relation avec lui. Dans le couple aussi, vous avez été élevé d'une certaine façon comme père, vous avez été élevé d'une certaine façon aussi comme mère. C'est important de respecter ça, puis de faire des fois un consensus. Je pense que c'était juste la diapo juste avant, Isabelle. On appelle ça le fond parental. Sur quoi on s'entend, dans le fond, avec notre enfant? Sur quoi on s'entend sur l'éducation? Fait que si un pense blanc puis l'autre pense noir, des fois, il faut peut-être faire du gris. OK? Si vous avez été élevé dans un milieu très, très, très sévère, puis l'autre très, très, très permissif, il va peut-être falloir faire un compromis entre les deux. On appelle ça faire le front parental dans le sens où on s'entend sur les grandes lignes de, tu sais, ça prend-tu 10? Non, avant qu'on réagisse puis qu'on dise à l'enfant, non, ça marche vraiment plus. Ou bien non, regarde, après 2 non, je te le dis une fois, je te le dis 2 fois, ah non,
conséquences. On enlève le jouet ou on fait ci ou on fait ça. OK? Fait qu'il faut s'entendre sur ces grandes lignes-là. Ça va être très payant à long terme, pas juste pour l'enfant. Pour l'enfant, oui, mais sur votre relation de couple aussi, puis sur votre sentiment d'être un bon parent. C'est très payant. Les enfants plus vieux, il y en a peut-être parmi vous qui avez déjà des enfants. C'est sûr qu'il faut préparer la fratrie à l'arrivée du nouveau-né. Même la meilleure préparation, ça ne va pas dire que votre enfant, votre plus vieux, ne va pas réagir à l'arrivée du nouveau bébé. Okay? C'est tout à fait normal. Il peut avoir des comportements de régression comme vouloir vouloir refaire pipi dans sa couche, vouloir une suce à la limite, même si c'est plus ou moins conseillé de donner une suce. Il va vouloir peut-être reparler en bébé, pleurer, chigner comme un nouveau-né va le faire. Il ne faut pas le chicaner quand il y a des comportements comme ça. Il est en train de vous dire qu'il trouve que vous passez bien du temps avec le bébé, donc il limite pour que vous passiez du temps avec lui, tout simplement. Donc, donnez-lui du temps. À la limite aussi, le réseau peut contribuer, les grands-parents, les tantes, les oncles, les petites sorties que, hey, t'es chanceux, tu t'en vas avec grand-mère, tu t'en vas avec grand-père, avec ta tante, passer du temps. C'est important quand même de ne pas l'oublier. Puis je dis toujours, tu sais, le bébé, là, il ne voit pas la visite arriver avec un nouveau petit pyjama, mais le plus grand, par contre, il s'en rend compte que lui, il n'a pas de cadeau à l'arrivée du bébé. Fait que c'est important aussi d'aviser les gens autour. Regardez, on fait de la place pour le plus vieux, puis tu peux peut-être apporter un cadeau de grand frère ou de grande sœur au lieu d'apporter un cadeau nouveau-né. Ça pourrait être chouette. On peut aussi, Daniel, l'impliquer, le grand frère, la grande sœur, donc lui donner des petites tâches. Il va justement se sentir grand frère, grande sœur, donc aller chercher la couche, aller juste participer à l'aider à l'habiller. Donc, puis de prévoir des moments, même si maman, oui, est bien occupée avec bébé, puis à l'allaitement, il y a moyen de s'installer en allaitant, puis d'avoir son plus grand aussi proche, à proximité, avec une petite trousse de nouveaux jouets ou de nouveaux cahiers à colorier, donc de l'avoir près de soi, puis de lire une histoire, par exemple. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites pour garder sa présence, puis de l'intégrer là, aux soins de bébé. Super bonne idée. Puis effectivement, puis lui rappeler que lui aussi, quand il était tout petit, maman l'a allaité. Quand il était tout petit, maman s'en occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour lui faire voir que dans le fond, il est passé par là lui aussi. Peut-être juste au niveau de la sécurité, par contre, que s'il veut nous imiter comme parents, genre je veux le prendre dans mes bras puis je veux me promener avec dans la maison, oups! Ça dépend de ton âge, mon petit loup. Ça, c'est des adultes qui font ça. Je vais te le donner, mais tu t'assois sur le sofa, puis je vais te le déposer dans tes bras. Je vais rester à côté de toi, mais tu vas pouvoir le prendre. Parce que c'est sûr que des fois, on veut tellement faire de la place au plus grand qu'on oublie l'aspect sécuritaire avec ça. Mais effectivement, ils peuvent faire plein de tâches, comme tu disais, Isabelle, qui peuvent nous aider, mais qui font aussi en sorte qu'ils s'impliquent, dans le fond. Oui, puis on peut leur acheter un bébé, donc un bébé, une poupée, là, donc il participe aux soins, mais avec son bébé, il va le porter en portage comme maman et son bébé, donc ça peut être intéressant aussi. Super. Le retour à la maison. Pas besoin d'être parfait, certainement pas. Il ne faut pas être parfait. On apprend de ses erreurs. Je dis toujours l'important, c'est de ne pas les répéter. Répéter. Mais on a le droit à l'erreur, c'est tout à fait normal, c'est même bon pour l'enfant. Ça va lui permettre, lui aussi, des fois, de ne pas se sentir coupable aussitôt qu'il fait quelque chose de pas correct nécessairement, tout simplement. Le bébé, il a besoin vraiment d'amour, de soutien, de sécurité, de limites, de règles. Fait que c'est pas tout le temps juste moi, je dis oui à mon enfant pour tout ce qu'il veut. OK? Au contraire, les enfants ont besoin d'avoir un encadrement, d'avoir des règles, de connaître les limites. Comme nous, il faut les connaître, les nôtres. Donc, faites-vous confiance là-dedans. Ne vous sentez pas mauvais parent parce que vous dites non à votre enfant. Tout petit bébé, vous n'aurez probablement pas l'occasion. Je parle des enfants un petit peu plus vieux. Mais c'est d'être un bon parent, justement, des fois, de pouvoir dire non, ça ne s'accepte pas. OK? D'être constant aussi dans
Pas des fois c'est oui, des fois c'est non, dépendant de mon humeur, mais d'avoir des règles constantes, puis s'entendre avec l'autre parent aussi, de dire, ben les deux, on est d'accord là-dessus, puis les deux, on tient à ça. Fait que c'est comme ça qu'on éduque nos enfants à 75% du temps. Il faut être d'accord, tout simplement. Demander de l'aide. Hein? On se sent coupable. On se sent coupable de ne pas être parfaite, de ne pas être parfait, de ne pas être capable de tout faire comme on faisait avant, OK? Alors que dans le fond, notre bébé nous prend énormément de temps, donc c'est impossible. Fait que demander de l'aide, famille, amis, le voisinage, quand c'est pour de l'aide un petit peu plus technique, il y a plein de choses qui existent dans l'entourage, c'est-à-dire il y a des organismes communautaires dépendant de la région où est-ce que vous demeurez, des groupes de bénévoles en allaitement. Dans le coin, on a nos ressources qui fonctionnent super bien. Donc, vous pouvez vous demander une marraine d'allaitement, même en prénatal. Si on a l'occasion de vous voir dans les cliniques prénatales, avant que j'oublie, si vous êtes du 6 des Laurentides, vous avez le droit à une rencontre en prénatal avec une infirmière où on va vous remettre notre fameuse Bible, Mieux vivre avec son enfant, et vous donner des informations aussi sur votre grossesse et sur comment ça va se passer après la naissance de bébé. Chez vous, à la maison des naissances, je vais te laisser l'expliquer. Dans le fond, Isabelle, vous n'avez pas nécessairement une clinique prénatale, mais comment ça fonctionne? Les clientes qui viennent à la maison de naissance pour leur suivi de grossesse, effectivement, on va leur remettre aussi le guide dans le début de grossesse. On va leur référer aussi à différents moments de la grossesse, mais ils vont avoir tout leur suivi à la maison de naissance avec la sage-femme qui va être présente aussi à l'accouchement, puis pour le suivi postnatal. Donc, c'est une relation en continuum, puis qui nous permet de créer une relation, de bien connaître les parents, les besoins aussi, puis après ça, poursuivre en postnatal aussi. Donc, c'est ça. Parfait. En plus de tout ça, il y a les haltes nourrissons. C'est sûr que, contexte de pandémie, il y a bien des choses qui sont interdites. Info santé, on l'oublie souvent, 811, info santé, info sociale aussi. Hein. Le 811, c'est pas juste info santé, ça peut être info sociale. Donc, ça fonctionne 24 heures sur 24. 7 jours par semaine, Noël, jour de l'an, Pâques, ça ne ferme jamais. Donc, vous ne vous gênez pas de vous référer. Souvent, ce qu'on va dire, c'est quand vous avez des inquiétudes, des questions, vous avez des interrogations, commencez par regarder dans votre mieux vivre. Si vous ne trouvez pas la réponse là-dedans ou si vous avez fait les trucs qu'il y a là-dedans mais que ça ne fonctionne pas, là, votre deuxième ressource, c'est le fameux 811. Des fois, j'entends « Ouais, mais c'est long sur la ligne. » Des fois, j'attends 20 minutes, une demi-heure avant qu'on me réponde. Entre ça puis aller à l'urgence d'un hôpital ou de passer à côté de quelque chose, je pense que c'est un super bon service quand même, fait qu'utilisez-les. Et pour ce qui est de l'aide, ben déléguez tout ce que vous pouvez déléguer. Hein? Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on ne peut pas déléguer, c'est manger, dormir, nos soins d'hygiène, puis allaiter. Le reste, ça se délègue. Mais il faut accepter que ça ne soit pas fait de la façon dont nous, on le ferait. Mais c'est correct. Il faut lâcher prise, c'est ça que tu disais tantôt, Isa? Oui, puis tu sais, demander de l'aide, ça s'apprend. C'est pas, on dirait que c'est pas d'emblée. On dirait que c'est justement, on a l'image de la superwoman qui veut tout faire, là, puis la culpabilité est tellement présente. Donc, il faut l'enlever, ça, cette culpabilité-là, puis apprendre à demander de l'aide. Ça va faire plaisir à l'entourage, effectivement. C'est plutôt une force qu'une faiblesse que d'être capable de demander de l'aide. De le reconnaître. Fait qu'avec tout ça, j'espère que je ne suis pas inquiète. Vous allez être des super bons parents. Faites-vous confiance, mais vous ne serez pas bon au début, puis c'est bien correct. Vous allez devenir de mieux en mieux au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois avec votre bébé. Respectez votre couple, puis faites-vous confiance. Allez chercher les informations où vous pouvez, mais ayez un petit peu de jugement dans ce qu'on vous recommande de faire. Prenez-en, rejetez-en. OK? Parce que c'est pas parce que les autres autour ont été parents puis que ça a fonctionné avec leur enfant à eux que ça va fonctionner avec le vôtre. Fait que faites-vous confiance, c'est vous les parents. Fait que c'est vous le spécialiste de votre enfant.
Merci, Danielle, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Puis merci aux parents d'avoir partagé ce moment-là avec nous. On espère que vous avez bien appris avec Danielle et moi aujourd'hui. Merci, Isabelle. Merci. Bonne nuit, les parents. Oui. Bye.